10 000 personnes vivaient sous le même toit, le plus grand palais du monde, et pas une seule toilette. Les courtisans se soulageaient dans les escaliers, derrière les rideaux, dans les coins des galeries les plus somptueuses d'Europe. L'odeur était si forte qu'elle vous saisissait dès l'entrée, avant même d'apercevoir les dorures. Et ce n'est que le début, parce que dans ce palais, des nobles ruinés souriaient en crevant de faim, des ducs se battaient pendant des mois, non pas pour des terres ou des armées, mais pour le droit de tenir un bougeoir devant le roi, un simple bougeoir, et ce geste pouvait décider du destin d'une famille entière. Pendant ce temps, le roi dévorait 40 plats par repas devant des centaines de spectateurs qui, eux, n'avaient pas le droit de s'asseoir, ni de manger. Versailles, ce n'était pas un palais, c'était une cage dorée, une prison où tout le monde se battait pour entrer et où personne ne pouvait sortir. Parce que quitter Versailles, c'était pire que d'y souffrir, c'était disparaître. Et la vérité la plus troublante, c'est que même le roi Soleil, celui qui avait tout conçu, était devenu prisonnier de sa propre création. Avant qu'on plonge ensemble dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis toujours impressionné de voir à quel point notre histoire passionne bien au-delà des frontières de la France. Et si vous êtes du genre à vouloir connaître ce qu'on ne vous a jamais raconté à l'école, abonnez-vous, parce que chaque semaine, on ouvre les archives et on révèle les vérités cachées de l'histoire de France. Maintenant, remontons le temps. Direction Versailles, à l'aube, un matin ordinaire sous le règne de Louis XIV. Il est 7h30 du matin. Le château de Versailles est déjà en ébullition. Dans les couloirs encore sombres, des centaines de silhouettes se pressent, se bousculent, ajustent leurs perruques et redressent leurs jabots de dentelle. Personne ne court, là courir serait indigne, mais tout le monde se hâte, parce que dans quelques minutes, la porte de la chambre royale va s'ouvrir. Et à Versailles, manquer ce moment, c'est comme ne pas exister. Ce qui va se dérouler dans cette chambre n'a rien d'un simple réveil. C'est un spectacle, un rituel d'une précision absolue, répété chaque matin sans exception pendant plus de 50 ans. On l'appelle le Grand Levers. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un roi qui sort de son lit, vous n'avez encore rien compris à Versailles. Le Grand Levers est divisé en 6 vagues d'entrées successives. 6. Chacune obéit à un protocole si strict qu'un seul faux pas peut déclencher un scandale qui durera des semaines. La première entrée, la plus convoitée, est réservée aux princes du sang, aux médecins du roi et à une poignée de privilégiés triés sur le volet. Ces hommes ont le droit de voir Louis XIV dans son état le plus intime, assis sur sa chaise percée, en chemise de nuit, les cheveux défaits. Et c'est précisément là que tout devient fascinant, parce que ce moment, qui nous paraît aujourd'hui humiliant, était en réalité le plus grand honneur de la cour de France. Voir le roi avant tout le monde, être présent quand il est encore vulnérable, encore humain. Cela signifiait qu'on appartenait au cercle le plus intime du pouvoir. Et à Versailles, la proximité avec le roi valait plus que n'importe quel titre, n'importe quelle fortune, n'importe quelle armée. Puis venait la deuxième entrée, puis la troisième. À chaque vague, de nouveaux visages apparaissaient, et chaque visage occupait une place précise dans la hiérarchie du royaume. Les grands officiers de la couronne, les gentilshommes de la chambre, les secrétaires d'État. Chacun savait exactement à quel moment
il avait le droit de franchir cette porte, et malheur à celui qui tentait d'entrer trop tôt ou trop tard. Mais le moment le plus révélateur de tout ce rituel, c'est celui de la chemise. Chaque matin, quelqu'un avait l'honneur de tendre au roi sa chemise propre. Et cet honneur ne revenait pas à un valet. Non, il revenait au prince de plus haut rang, présent dans la pièce. Un duc, un prince du sang, parfois un membre de la famille royale elle-même. Des hommes qui possédaient des châteaux, des régiments et des provinces entières se disputaient le privilège de tendre un morceau de tissu à un autre homme. Le duc de Saint-Simon, l'un des plus grands mémorialistes de cette époque, a passé des années à observer cette mécanique, et ce qu'il a écrit reste l'un des témoignages les plus lucides sur la nature du pouvoir à Versailles. Dans ses mémoires, il note avec une précision chirurgicale les rivalités, les humiliations, les victoires infimes qui se jouaient chaque matin dans cette chambre. Il raconte comment des courtisans intriguaient pendant des mois, non pas pour obtenir un commandement militaire ou une charge d'État, mais pour obtenir le droit de tenir le bougeoir du roi pendant le coucher. Un bougeoir, un simple chandelier de cire. Et pourtant, ce geste minuscule pouvait décider d'un mariage avantageux, d'une promotion décisive ou de l'effondrement d'une disgrâce. Saint-Simon écrit cette phrase qui résume, à elle seule, toute la logique de Versailles. Il n'était rien de si misérable que de n'être pas vu du roi. C'était une disgrâce certaine que de n'être point de ses voyages. Autrement dit, à Versailles, exister, c'était être vu, et disparaître du regard royal, c'était mourir. Non pas physiquement, bien sûr, mais socialement, politiquement, financièrement. Un courtisan que le roi ne regardait plus devenait un fantôme. Ses alliés s'éloignaient, ses créanciers se rapprochaient, ses ennemis souriaient. Et c'est ici qu'on touche à la vérité, la plus profonde de Versailles, celle qu'on n'enseigne jamais dans les manuels scolaires. Louis XIV n'a pas construit Versailles par caprice. Il ne l'a pas créé pour impressionner le monde ou pour satisfaire un goût extravagant du luxe. Il l'a construit pour une raison très précise, très calculée et très politique, neutraliser la noblesse française. Pour comprendre cela, il faut remonter à l'enfance du roi. En 1648, Louis a 10 ans. La France est secouée par la Fronde, une série de révoltes menées par des nobles puissants qui contestent l'autorité royale. Le jeune roi est contraint de fuir Paris en pleine nuit dans un carrosse glacé avec sa mère Anne d'Autriche. Cette nuit-là, l'enfant a peur, et cette peur ne le quittera jamais. Quand Louis XIV prend véritablement le pouvoir, en 1661, après la mort du cardinal Mazarin, il a 23 ans et une conviction forgée dans la terreur. La noblesse française est dangereuse quand elle reste sur ses terres. Quand un duc vit dans son château, entouré de ses vassaux, de ses soldats et de ses paysans, il devient un rival potentiel. Il peut lever une armée, il peut défier la couronne, il peut recommencer la Fronde. La solution de Louis XIV est d'un génie impitoyable, attirer toute cette noblesse en un seul lieu, la concentrer, la surveiller et surtout la rendre dépendante, dépendante de rituels, de faveurs, de regards, de gestes, dépendante du roi lui-même. Versailles n'est pas un cadeau fait aux nobles, c'est un piège, une cage monumentale, recouverte d'or et de marbre, mais une cage tout de même. Et le grand levers est la clé de voûte de cette cage. Chaque matin, en forçant les plus grands seigneurs de France
À se presser devant sa porte pour le regarder enfiler sa chemise, Louis XIV leur rappelait une vérité simple et brutale. Sans lui, ils n'étaient rien. Leur rang, leur fortune, leur avenir, tout dépendait de sa volonté. Et cette volonté se manifestait chaque jour dans une chambre tapissée de velours cramoisi, devant un lit qui ressemblait à un trône. Le roi se levait, la France obéissait, mais pendant que ce théâtre se jouait dans la chambre royale, à quelques mètres de là, derrière les murs, sous les escaliers, dans les recoins que personne ne regardait, une autre réalité existait. Une réalité que les tableaux d'époque ne montrent jamais. Une réalité qui, si vous la découvriez aujourd'hui, vous lèverait le cœur. Parce que Versailles avait un secret que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait nommer à voix haute. Ce secret ne concernait ni le pouvoir, ni les intrigues, ni les favorites du roi. Il concernait quelque chose de bien plus basique, de bien plus humain. Il concernait l'odeur. Ce que vous allez entendre maintenant, aucun guide touristique ne vous le dira. Aucun tableau d'époque ne vous le montrera. Et pourtant, c'était la première chose que vous auriez remarquée en entrant à Versailles. Avant les dorures, avant les lustres, avant la musique de Lully qui résonnait dans les galeries, avant tout cela, il y avait l'odeur. Une odeur qui vous aurait saisi à la gorge dès les premiers pas. Un mélange épais, presque solide, d'urine, de sueur rance, de cire brûlée et de nourriture en décomposition. Et par-dessus tout cela, des couches de parfums, musc, ambre, eau de fleurs d'oranger, appliquées en quantité si massive qu'elles ne masquaient rien. Elles ajoutaient simplement une note sucrée à la puanteur ambiante. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur de Louis XIV, était une femme directe. Allemande d'origine, elle n'avait pas la diplomatie des courtisans français, et dans ses lettres, des centaines de lettres envoyées à ses proches en Allemagne, elle décrit Versailles avec une franchise qui ferait rougir un médecin militaire. Elle écrit que le château est un cloaque dont l'odeur vous saisit dès l'entrée. Elle raconte que les escaliers sont souillés, que les couloirs empestent, que même les appartements des plus grands seigneurs dégagent des relents insupportables. Et la raison est aussi simple qu'ahurissante. Versailles, le plus grand palais d'Europe, le symbole absolu du pouvoir et du raffinement français, ne possédait pratiquement aucune toilette fonctionnelle pour ses 10 000 habitants. Pas de système d'évacuation, pas de réseau de latrines digne de ce nom. Rien. Le château avait été conçu pour éblouir, pas pour accueillir les besoins les plus élémentaires de milliers de corps humains vivant sous le même toit. Alors comment faisait-on? La réponse dépendait entièrement de votre rang. Les plus privilégiés, les princes, les ministres, les favorites, disposaient dans leurs appartements de chaises percées. Ces fauteuils, souvent recouverts de velours et ornés de dorures, cachaient un simple pot en céramique. On s'y asseyait comme sur un trône. Et quand on avait terminé, un serviteur, appelé le porte-chaise, emportait le contenu à travers les couloirs du palais. Imaginez la scène, un homme en livrée traversant la galerie des miroirs avec un pot de chambre plein, croisant sur son passage des ambassadeurs en tenue d'apparat et des dames couvertes de diamants. C'était le quotidien. Mais pour tous les autres, les courtisans de rang inférieur, les solliciteurs, les serviteurs, les visiteurs, il n'y avait rien, absolument rien. Ces gens se soulageaient là où ils pouvaient, derrière les rideaux, dans les recoins des antichambres, dans les escaliers de service, et parfois dans les jardins,
les jardins de Le Nôtre, ces chefs-d'œuvre de symétrie et de géométrie que le monde entier admire encore aujourd'hui. Ces allées parfaites, ces parterres de buis taillés au millimètre, ces bassins monumentaux, eh bien, des zones entières de ces jardins servaient de latrines à ciel ouvert. Les promeneurs les évitaient sans un mot, comme on contourne un obstacle familier, la beauté au-dessus, la réalité en dessous. C'est peut-être la métaphore la plus honnête de tout Versailles. Et puis il y avait l'hygiène du corps, ou plutôt son absence, parce qu'au XVIIe siècle, en France, on ne se lavait pas par négligence, par conviction médicale. Les médecins de l'époque croyaient dur comme fer que l'eau chaude ouvrait les pores de la peau et laissait entrer les maladies. Se baigner, c'était s'exposer à la peste, à la fièvre, à la mort. Le bain était considéré comme un acte dangereux, presque irresponsable. Louis XIV lui-même ne prenait que très rarement des bains complets. On estime qu'au cours de certaines années de son règne, il ne s'est plongé dans l'eau qu'une ou deux fois. Son hygiène quotidienne consistait à se frotter le visage et les mains avec un linge imbibé d'esprit de vin, puis à se parfumer abondamment. Et si le roi, l'homme le plus puissant d'Europe, se lavait à peine, imaginez l'état des milliers de courtisans, de serviteurs et de soldats qui vivaient dans son sillage. La cour entière sentait. Tout le monde le savait, personne n'en parlait. On se parfumait, on brûlait des herbes aromatiques dans les cheminées, on dispersait des sachets de lavande dans les armoires, mais rien n'y faisait vraiment. L'odeur de Versailles était le prix invisible de la grandeur, le tribut que 10 000 corps humains payaient chaque jour au rêve d'un seul homme. Et maintenant, imaginez-vous au milieu de tout cela. Vous avez survécu au lever du roi. Vous avez traversé des couloirs dont l'air vous brûle les narines. Votre estomac se soulève, mais vous gardez le sourire. Parce qu'à Versailles, montrer du dégoût serait une faute impardonnable. Il est midi et une nouvelle épreuve vous attend, parce que le roi va manger. Et ce qui se passe autour de cette table va vous révéler quelque chose de bien plus troublant que l'odeur. Il est midi à Versailles et le roi a faim. Ce qui va se passer maintenant n'est pas un simple repas. C'est une cérémonie, un spectacle public que toute la cour attend, que des visiteurs traversent parfois la France entière pour venir voir et qui résume à lui seul toute la démesure de ce lieu. On l'appelle le grand couvert. Louis XIV mange en public. Assis seul à une table dressée face à l'Assemblée, il dévore sous les yeux de centaines de spectateurs qui, eux, restent debout. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir, pas le droit de manger, pas le droit de parler, sauf si le roi leur adresse la parole. Ils regardent, c'est tout. Le repas du roi est un acte de pouvoir autant qu'un acte de nutrition. Et quel repas! Les archives de la maison du roi, les registres officiels qui consignaient chaque dépense du palais, révèlent des menus qui défient l'imagination. Un déjeuner ordinaire pouvait compter jusqu'à 40 plats, 4 potages différents, des entrées de volaille, de gibier, de poisson, des rôtis entiers, perdrix, faisans, chapons, des pâtisseries monumentales, des pyramides de fruits confits, des compotes, des crèmes, des entremets sucrés qui auraient nourri un village pendant une semaine. Et Louis XIV mangeait. Vraiment, ce n'était pas un homme qui picorait élégamment du bout des doigts. Le roi dévorait. Il mangeait avec ses mains, la fourchette étant encore considérée comme une affectation venue d'Italie, indigne d'un roi de France.
Il engloutissait des quantités qui stupéfiaient ses propres médecins. La princesse palatine, toujours aussi directe, écrit dans une de ses lettres qu'elle a vu le roi manger, en un seul repas, 4 assiettes de soupe, un faisan entier, une perdrix, une grande salade, du mouton au jus, 2 tranches de jambon et une montagne de pâtisseries et de fruits. En un seul repas. Les médecins de la cour s'inquiétaient. Ils lui conseillaient la modération. Le roi n'en tenait aucun compte. Et quand il est mort en 1715, l'autopsie a révélé un détail stupéfiant. Son estomac était 2 fois plus grand que celui d'un homme ordinaire, comme si son corps s'était physiquement adapté à des décennies d'excès. Mais voici le contraste qui transforme cette scène de banquet en quelque chose de bien plus troublant. Pendant que le roi festoyait devant son audience captive, une grande partie de cette même audience crevait de faim. La majorité des courtisans qui vivaient à Versailles ne disposaient d'aucune cuisine dans leurs appartements. La plupart de ces logements, si on peut les appeler ainsi, étaient des pièces minuscules, parfois de simples réduits aménagés sous les combles ou dans des recoins du palais. Pas de cheminée pour cuisiner, pas de garde-manger, rien. Pour se nourrir, ces courtisans dépendaient de marchands ambulants qui circulaient dans les couloirs et les cours intérieures, vendant des repas médiocres à des prix exorbitants. Du pain, du bouillon, parfois un morceau de viande douteuse. C'était souvent tout ce qu'un noble pouvait s'offrir après avoir dépensé sa fortune en habits, en perruques et en cadeaux obligatoires. Parce que vivre à Versailles coûtait une fortune, les vêtements devaient être renouvelés constamment. Porter 2 fois la même tenue était une humiliation publique. Les carrosses, les domestiques, les logements en ville pour les jours où le palais était trop bondé. Tout cela vidait les coffres des familles nobles à une vitesse vertigineuse. Saint-Simon raconte le cas de courtisans qui, ruinés jusqu'au dernier sou, se cachaient dans leur chambre pour manger du pain sec à l'abri des regards. Être vu en train de manger modestement aurait été la preuve publique de leur déchéance. Alors ils souffraient en silence, le ventre vide sous des habits de soie. Et Louis XIV le savait. Il le savait parfaitement, et c'était exactement ce qu'il voulait. Un courtisan ruiné était un courtisan contrôlé. Un noble endetté n'avait pas les moyens de quitter Versailles, et encore moins de comploter contre la couronne. Il dépendait entièrement de la générosité du roi, une pension, une charge, un bénéfice ecclésiastique pour un fils cadet. La nourriture, comme tout le reste à Versailles, suivait la logique implacable du pouvoir. Être invité à la table du roi, au petit couvert, le repas plus intime, était un signe de faveur qui pouvait relancer une carrière entière. Ne pas y être invité était un message que toute la cour déchiffrait instantanément. Et puis, il y avait ceux qu'on ne voyait jamais dans la salle du grand couvert, ceux qui rendaient ce spectacle possible, les centaines de cuisiniers, de marmitons, de rôtisseurs et de porteurs qui travaillaient dans les cuisines du palais. Ces cuisines, souvent situées à des centaines de mètres de la salle à manger royale, étaient des enfers de chaleur, de fumée et de bruit. Les hommes y travaillaient des heures dans une température suffocante, devant des feux ouverts qui leur brûlaient le visage et les mains. Et une fois les plats beaux préparés, commençait une autre bataille, celle du transport. Le trajet entre les cuisines et la table du roi était si long que la nourriture arrivait souvent tiède, voire froide. Un système de relais humains
des porteurs qui se passaient les plats de main en main à travers les couloirs, tentaient de préserver la chaleur, mais c'était une course perdue d'avance. Le roi mangeait souvent des plats refroidis. Le plus grand festin d'Europe était servi à la température d'un repas oublié sur une table. Le roi mangeait 40 plats. Ses courtisans cachaient leur pain sec. Ses cuisiniers se brûlaient les mains. Et tout cela se répétait chaque jour, sans exception, pendant des décennies. La grandeur au-dessus, la souffrance en dessous, toujours le même contraste, toujours la même vérité cachée. Il est maintenant le début de l'après-midi. Le roi a terminé son repas. La cour se déplace, et elle se dirige vers le lieu le plus célèbre, le plus éblouissant et le plus dangereux de tout Versailles, un lieu où chaque pas est un calcul, chaque sourire est une arme, et chaque mot peut vous détruire. La galerie des miroirs, 357 miroirs, 20 lustres massifs, plus de 150 mètres de marbre, de lumière et de reflets. La galerie des miroirs est le chef-d'œuvre absolu de Versailles, le lieu que le monde entier connaît. Mais ce que le monde ne sait pas, c'est que cette galerie n'a jamais été un simple couloir d'apparat, c'était un champ de bataille, et les armes qu'on y utilisait étaient invisibles. À Versailles, chaque geste avait un sens, la profondeur d'une révérence, l'angle d'un chapeau, la façon dont vous tourniez la tête en croisant un prince, le choix de marcher à droite ou à gauche d'un couloir. Tout était codifié, surveillé, interprété. L'étiquette de la cour de France n'était pas une question de politesse, c'était un langage. Et ceux qui ne le maîtrisaient pas étaient dévorés. Un courtisan fraîchement arrivé à Versailles pouvait commettre une erreur fatale sans même s'en rendre compte. Saluer trop bas un duc qui venait de perdre la faveur du roi, c'était se ranger du côté des perdants. Saluer trop haut un ministre en disgrâce, c'était insulter ceux qui l'avaient remplacé. Ne pas céder le passage au bon moment, oublier le titre exact d'un officier de la couronne, sourire quand il fallait rester grave, chacun de ces faux pas pouvait déclencher une réaction en chaîne qui ruinait une réputation en quelques heures. Et dans la galerie des miroirs, tout cela était amplifié, parce que dans cette galerie, on vous voyait de partout. Les miroirs ne réfléchissaient pas seulement la lumière, ils réfléchissaient pour les visages, les regards, les mouvements. Impossible de se cacher, impossible de chuchoter sans être observé. 357 miroirs, c'était 357 témoins, silencieux. Mais les miroirs n'étaient pas les seuls à observer. Louis XIV entretenait à l'intérieur même de la cour un réseau d'informateurs dont l'efficacité aurait fait pâlir n'importe quel service de renseignement moderne. Des valets écoutaient aux portes, des dames de compagnie rapportaient les confidences de leurs maîtresses. Des confesseurs, oui, des confesseurs, transmettaient au roi le contenu de certaines confessions. Le secret de la confession, ce pilier sacré de la foi catholique, ne pesait pas lourd face à la volonté du roi Soleil. Louis XIV savait souvent ce qu'un courtisan avait dit en privé avant même que celui-ci ait quitté la pièce. Il connaissait les dettes de chacun, les amours de chacun, les ambitions de chacun. Et il utilisait cette connaissance avec une précision redoutable, un mot glissé au bon moment, un regard appuyé, une invitation retirée. Le roi n'avait pas besoin de punir ouvertement. Il lui suffisait de savoir, et de laisser savoir qu'il savait. Toute la cour avait en mémoire l'exemple de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, brillant,
riche et ambitieux, avait commis l'erreur la plus grave qu'on puisse commettre à Versailles, briller plus que le roi. Sa fête somptueuse à Vaux-le-Vicomte, en 1661, avait été si éblouissante qu'elle avait humilié Louis XIV. 3 semaines plus tard, Fouquet était arrêté. Il ne reverrait jamais la liberté. Et son château, plus beau que tout ce que le roi possédait à l'époque, est devenu le modèle que Louis XIV a copié pour construire Versailles, le palais du rival humilié, transformé en inspiration pour la cage de toute la noblesse. Ce souvenir planait sur chaque interaction dans la galerie des miroirs. Personne n'oubliait, personne n'osait trop briller. Le fantôme de Fouquet rappelait à chacun que la seule lumière autorisée à Versailles était celle du soleil. Et dans cette mécanique impitoyable, les femmes jouaient un rôle que l'histoire officielle a longtemps sous-estimé. Madame de Maintenon, la dernière compagne de Louis XIV, exerçait une influence considérable sur les décisions du roi. Certains historiens affirment qu'elle pesait davantage que la plupart des ministres. Les favorites successives, les grandes dames de la cour, les princesses manipulaient les alliances, orientaient les nominations, faisaient et défaisaient des carrières avec une habileté qui n'avait rien à envier aux stratèges militaires. Dans un système conçu par et pour les hommes, elles avaient trouvé des leviers de pouvoir invisibles mais redoutables. Puis le soir tombait, et Versailles changeait de visage. Après le souper, entre 9h et minuit, le château entrait dans une autre dimension. Les bougies projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Les couloirs se vidaient de leurs courtisans en habits d'apparat et se remplissaient d'autres silhouettes, plus discrètes, plus rapides, plus dangereuses. C'était l'heure des rendez-vous secrets, des transactions inavouables et des fortunes perdues. 3 soirs par semaine, le roi organisait les soirées d'appartement, des réceptions fastueuses où l'on dansait, où l'on jouait de la musique et surtout où l'on jouait de l'argent. Des tables de jeu étaient installées dans les grands salons et des fortunes entières changeaient de main en quelques heures. Louis XIV encourageait le jeu avec une insistance qui n'avait rien d'innocent, parce qu'un courtisan qui perdait sa fortune aux cartes devenait un courtisan endetté, et un courtisan endetté ne pouvait plus rien refuser au roi. Quand les tables se vidaient enfin, le silence envahissait les couloirs, mais ce silence était trompeur. Dans l'obscurité, car l'éclairage était presque inexistant en dehors des pièces d'apparat, des serviteurs dormaient, à même le sol, des rats longeaient les murs et des courtisans égarés cherchaient leur chemin en tâtonnant. Des vols se produisaient régulièrement, des altercations aussi. Versailles la nuit n'avait plus rien de glorieux. Et c'est dans cette obscurité que l'image la plus frappante de toute cette histoire nous attend. Un courtisan de haut rang, en habit de soie, perruque poudrée, souliers à boucles d'argent, recroquevillé dans un escalier de service. Il dort là parce qu'il n'a plus les moyens de chauffer son logement dans le château. La misère en habit de cour. La grandeur réduite à un corps tremblant dans un couloir glacé. Versailles avait révélé tous ses visages. Celui de la gloire, celui de la puanteur, celui de la faim, celui de la peur. Mais il restait encore un visage, le plus invisible de tous, celui des milliers d'hommes et de femmes sans nom qui faisaient tourner cette machine chaque jour. On a parlé du roi, on a parlé des courtisans, on a parlé des ducs, des princesses, des favorites et des espions. Mais il y a une population entière
dont on n'a presque rien dit. Et pourtant, sans elles, Versailles n'aurait pas tenu une seule journée. Ce sont les invisibles, les milliers d'hommes et de femmes qui faisaient tourner la machine chaque matin, chaque soir, sans relâche, sans gloire et presque sans salaire. Des jardiniers qui entretenaient les parterres de Lenôtre à genoux dans la boue, par tous les temps, pour que chaque buis soit taillé au millimètre. Des porteurs d'eau qui montaient et descendaient des escaliers interminables, des seaux de 20 litres sur les épaules, pour approvisionner des appartements qui ne disposaient d'aucune plomberie. Des blanchisseuses qui lavaient à la main des montagnes de linge, draps, nappes, chemises, mouchoirs, dans des bassins d'eau glacée, les doigts gercés et gonflés. Des vidangeurs qui, chaque nuit, évacuaient les déjections accumulées dans les chaises percées et les recoins du palais. Des balayeurs, des palefreniers, des marmitons, des garçons de course, une armée sans uniforme et sans nom. Ces gens logeaient dans les pires conditions du château, des combles sans fenêtres, étouffants en été, glaciales en hiver, des caves humides où la moisissure rongeait les murs, des réduits si étroits qu'on ne pouvait pas s'y allonger complètement. Certains dormaient à même les couloirs, enroulés dans une couverture, espérant ne pas être piétinés par un courtisan ivre, rentrant d'une soirée d'appartement. Leur salaire était dérisoire quand ils étaient versés. Les retards de paiement étaient fréquents, parfois de plusieurs mois. Et pourtant, ces hommes et ces femmes restaient, parce que travailler à Versailles, même dans la misère, était toujours mieux que la misère des campagnes françaises. Mais parmi tous ces invisibles, il y en a qui méritent une attention particulière, ceux qui ont payé le prix le plus lourd pour la vanité d'un seul homme. Ce sont les ouvriers de la machine de Marly. La machine de Marly était une prouesse d'ingénierie colossale, construite entre 1681 et 1684, pour répondre à un caprice royal, alimenter en eau les fontaines de Versailles, car Louis XIV voulait des fontaines spectaculaires, des jets d'eau immenses, des cascades, des bassins monumentaux qui impressionneraient le monde entier. Mais Versailles manquait cruellement d'eau. Le terrain était mal situé, loin des grandes rivières. La solution a été de construire, sur les bords de la Seine à Marly, une machine gigantesque capable de pomper l'eau du fleuve et de la remonter sur plus de 150 mètres de dénivelé à travers un système de pompes, de roues et d'aqueducs. C'était un exploit technique sans précédent et c'était un enfer humain. La construction a mobilisé des milliers d'ouvriers. Les accidents étaient donc fréquents, chutes, écrasements, noyades. L'entretien permanent de cette machine monstrueuse usait les corps à une vitesse terrifiante. Les hommes qui travaillaient sur les roues hydrauliques étaient exposés au froid, à l'humidité et à des efforts physiques épuisants. Des dizaines d'entre eux sont morts pendant la construction et les premières années de fonctionnement. Leurs noms n'apparaissent dans aucun livre d'histoire. Ils ont donné leur vie pour que le roi puisse impressionner ses invités avec des jets d'eau. Et ces jets d'eau eux-mêmes étaient une illusion. La machine de Marly ne produisait jamais assez d'eau pour alimenter toutes les fontaines en même temps. Alors on avait mis au point un système ingénieux et pathétique. Des garçons fontainiers, postés dans les jardins, communiquaient entre eux par des sifflets. Quand le roi se promenait, ils activaient les fontaines sur son passage et les coupaient dès qu'il avait le dos tourné. Louis XIV se promenait dans un décor truqué. La splendeur le précédait et s'éteignait derrière lui.
Même les fontaines de Versailles étaient un théâtre. Et puis il y avait les femmes de l'ombre, les nourrices qui allaitaient les enfants des courtisanes, les lingères qui repassaient les dentelles délicates avec des fers brûlants, les servantes qui coiffaient, habillaient et déshabillaient leurs maîtresses à des heures impossibles. Ces femmes ont passé leur vie entière au service d'un monde qui ne les voyait pas. Leurs noms n'apparaissent nulle part, pas dans les mémoires de Saint-Simon, pas dans les lettres de la princesse palatine, pas dans les registres officiels. Elles étaient les fantômes vivants de Versailles. Alors maintenant, prenons du recul, éloignons-nous de ce palais, regardons-le de loin, dans la lumière dorée d'un soir d'été, tel que des millions de visiteurs le voient là chaque année, magnifique, imposant, parfait. Mais nous savons ce qui se cache derrière cette façade. Nous savons que derrière les miroirs, il y avait la peur, que derrière les festins, il y avait la faim, que derrière les parfums, il y avait la puanteur, et que derrière la gloire d'un seul homme, il y avait la souffrance silencieuse de milliers d'autres. Versailles, c'est nous fascine parce qu'il est beau, mais il devrait aussi nous troubler, parce que ce palais est le miroir le plus honnête de ce que le pouvoir absolu fait aux êtres humains. Il les piège, tous, du roi au dernier des valets. Louis XIV a construit une machine si parfaite qu'elle a fini par l'emprisonner lui-même. Il ne pouvait plus quitter Versailles sans que tout s'effondre. Il ne pouvait plus cesser de jouer son rôle sans que le système se dérègle. Le roi Soleil était enchaîné à son propre éclat. Et les 10 000 habitants de ce palais, les ducs, les servantes, les cuisiniers, les espions, les favorites, les fontainiers, partageaient tous, sans le savoir, la même condition, celle de prisonniers volontaires d'un théâtre dont personne ne pouvait quitter la scène. Non, vous ne survivriez pas une journée à Versailles, mais la vérité, c'est que ceux qui y vivaient n'y survivaient pas non plus. Ils y jouaient jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la ruine, jusqu'à la révolution.